Situé sur l'île de la Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans basaltiques les plus actifs de la planète. En avril 2007, un épisode éruptif de grande ampleur touche cette petite île de l'océan Indien. Les débits de lave atteignent des valeurs rarement observées, avec plus de 100 mètres cubes par seconde. L'entrée en mer du magma engendrera un panache de grande extension, visible jusqu'à l'île Maurice, située à plus de 170 km. Les conséquences pour les populations sont importantes. L'ensemble de la Réunion est touché par des épisodes de pollution où les concentrations de dioxyde de soufre sont largement au-dessus du seuil de dangerosité. Face à ces risques importants, une équipe internationale de scientifiques, coordonnée par le CNRS français, a mis en place un programme pluridisciplinaire ambitieux d'études des panaches volcaniques dont l'objectif est d'améliorer notre capacité à modéliser les sources, le transport et le vieillissement des panaches, et donc de mieux prédire leurs impacts. Le programme STRAP était né. En 2015, les nombreuses éruptions du Piton de la Fournaise ont permis aux scientifiques du programme STRAP d'effectuer des mesures de terrain, aussi bien sur le volcan lui-même que partout ailleurs à La Réunion. Dès les premiers écoulements du magma, le site éruptif est le théâtre d'une activité scientifique intense. Aline Pelletier est directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. À l'aide d'une caméra thermique, elle mesure la température du panache et des projections à la bouche. Donc là, on a à la fois le panache et les projections du cône qui restent un peu... vous voyez, une projection, projection à 800 degrés et le panache à peu près à 400 degrés. Andrea Di Muro, chercheur à l'observatoire, tente quant à lui d'estimer les teneurs de gaz tout près de la bouche éruptive grâce à l'utilisation d'un analyseur de gaz. La mesure est délicate. L'observatoire a deux types de stations multigaz, des stations fixes et des stations portables. La station portable est installée au sommet du volcan et surveille les fumaroles dans le Dolomieu. Tandis que la station portable permet de s'approcher au plus près. Donc une fois qu'on est dans un secteur dans lequel les gaz émis à la bouche se propagent, on installe le capteur pendant un certain temps. Typiquement, les comptages vont durer entre une demi-heure et 2 heures. Nous effectuons ces mesures depuis le début de l'éruption et cela permet de voir si l'éruption est en train de sortir des magmas qui ont tout le temps la même composition, qui arrivent tout le temps dans la même profondeur, ou bien s'il y a des réalimentations. Par exemple, dans ce cas, on pourrait s'attendre à des augmentations des quantités de dioxyde de carbone et c'est ça que nous essayons maintenant de capter par notre instrument. Maintenant, on fait des estimations en temps réel qui sont bien sûr approximatives, mais donnent déjà une idée. On normalise le spectre en atmosphère propre par rapport au spectre mesuré sous le panache. Cela permet tout de suite d'avoir une estimation de l'épaisseur optique, de la taille du panache, de sa concentration moyenne. Le calcul est en train de se terminer. La manip a été fructueuse, donc nous avons réussi à traverser 2 fois le panache dans les 2 sens. Et de cette façon, nous pouvons avoir une estimation assez fine des débits de dioxyde de soufre et donc de la quantité de lave qu'aujourd'hui est en train de s'écouler à partir d'un tunnel qui s'est ouvert à la base du cratère. À plus de 40 km de l'éruption, l'ouest de la Réunion abrite l'observatoire du Maïdo, entièrement dédié aux mesures atmosphériques. Une telle structure est unique dans les tropiques de l'hémisphère sud. Alors avec l'observatoire volcanologique, nous sommes ici au cœur du dispositif d'observation. Nous sommes ici à l'observatoire du Maïdo, sur la terrasse d'observation des prélèvements des gaz et des aérosols. Alors ici nous avons un panel d'instrumentation qui nous permet d'observer très précisément à la fois la plupart des gaz atmosphériques émis, mais aussi les compositions chimiques et dimensionnelles des aérosols. Salut Jean-Marc. Alors on est à combien là? On est à 17 000 particules. Waouh, c'est beaucoup. Ouais. Et cette nuit, c'est monté à combien? J'ai regardé tout à l'heure, 50 000 particules.
Oui, on devait être dans le panache, je pense. Hein. Ben oui, On a quand même des particules assez petites, peut-être le mode de nucléation qu'on peut voir ici. Tout près de l'observatoire, sur la côte, d'autres chercheurs équipent un ULM qui sera chargé, quand la météo le permet, d'analyser les teneurs de SO2 et les concentrations d'aérosols directement dans le panache. Là. C'est bon? C'est bon, je les ai. Voilà. On allume l'analyseur de SO2 maintenant. Les appareils de mesure prendront la place du passager. Au dernier moment, histoire de préserver la Ouais, batterie, est-ce que on tu fera un pourras reset. enfumer? Le plan de vol du petit avion sera déterminé à l'avance grâce à un modèle de prévision de dispersion du panache basé sur le modèle FlexPart. India Mike aligné 23, on décolle. Bon ben voilà, on vient de décoller de la base de Canver pour un parcours d'analyse et on va commencer par se diriger sur Sillaos. Alors là je rentre donc dans Sillaos, j'aperçois une grosse concentration de soufre sur le tampon. On me rapproche de la concentration. Je suis dans la concentration. Je viens de survoler carrément le cratère et je vais me mettre sur la route du retour. À l'Université de La Réunion, tous les matins se tient le briefing de campagne. C'est là que sont analysées les mesures de la veille et où seront décidées les trajectoires de l'ULM du lendemain et les sites de déploiement des instruments mobiles. Hier, le vol l'ULM a volé et a décollé à 8h30. Donc on voit ici le plan de vol. C'était un joli vol. On a observé en fait des valeurs de SO2 allant jusqu'à 900 ppb dans la région de la rivière des Remparts. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu alors pour demain? Ici, vous avez une animation entre 10h et 15h pour demain matin, heure locale, de la dispersion du panache volcanique. Donc on voit que le panache change d'orientation parce qu'il avait tendance à partir plus vers le sud hier. Et demain, en fait, il va partir beaucoup plus vers l'ouest. Concernant le lidar, il était dans la région de Grand Coude. Donc Valentin, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Ça a plutôt bien fonctionné et ce qu'on compte faire, c'est demain l'amener du côté de la rivière des Remparts, Langevin, pour rester près de la bouche éruptive et essayer de bien choper le panache dans cette région. Les scientifiques sillonnent les routes escarpées de l'île avec leur lidar mobile afin de trouver le meilleur site d'observation du panache. Apparemment, il partirait sud-est. Hein. Donc après, je suis pas sûr et certain de la trajectoire est-ouest. À nous de voir. C'est bon, il tombe toujours, il n'y a plus de problème de température? Voilà, c'est bon, alors on a remis la clim. Et du coup, les alarmes se répondent plus. Donc c'est bon. Normalement, on peut tenir encore 1 heure ou 2. D'accord, bon. Espérons que le panache soit au-dessus de nous. Hein. C'est ça, maintenant, on ne dépend plus que du ciel en fait. Ouais. Ici, on voit des petites structures, hein. C'est peut-être le panache, mais ça va nécessiter il va falloir traiter les signaux par la suite pour en être sûr, quoi. Un lidar, c'est composé d'un laser et d'un télescope. Le laser envoie des pulses lumineux verticalement dans l'atmosphère. Et le télescope qui lui est adjacent récupère les photons qui sont réfléchis par les molécules et les particules de l'air. L'intérêt de pouvoir le déplacer, c'est justement dans le cas qui nous intéresse ici, c'est que le panache volcanique ne va pas nécessairement passer au-dessus des lidars qui sont fixes. Le fait de pouvoir le mettre sur un pick-up comme on a fait aujourd'hui, ça nous permet de chasser le panache. Alors ça va nous permettre d'avoir des informations sur la localisation verticale du panache, c'est-à-dire de déterminer à quelle altitude il se promène, et pouvoir également déterminer les propriétés optiques et physiques des aérosols qui composent ce panache. Les problématiques scientifiques sont l'origine du panache, la manière dont il va se disperser dans l'atmosphère et quelles vont être les retombées environnementales de ces panaches volcaniques sur la société et sur l'environnement. De retour dans les locaux de l'Observatoire volcanologique, Andrea vérifie la bonne qualité des mesures de terrain.
Donc on voit bien effectivement que les données que nous avons acquises à côté de la bouche sont de bonne qualité. Les concentrations sont assez élevées. Cela nous permettra d'avoir une idée précise des proportions entre les différents composants qu'il y a dans ce panache. On voit déjà qu'effectivement le composant principal est bien la vapeur d'eau. Il y en a jusqu'à 50 fois au moins plus que du dioxyde de soufre. Ces données dans le panache, il faudra maintenant les intégrer avec les estimations de flux de dioxyde de soufre. On voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution dans le temps. Ça reste toujours des magmas relativement de basse pression, relativement pauvres en dioxyde de carbone. Ces éruptions si importantes sont tombées vraiment au bon moment, au tout début du projet, et ainsi, pendant la suite du projet, on aura le temps maintenant de travailler sur une grande masse de données qui a été acquise déjà en 2015. Grâce aux très nombreuses mesures effectuées durant les éruptions de 2015, les premiers résultats du programme STRAP n'ont pas tardé à être publiés. La trajectoire de l'ULM, superposée ici à la dispersion du panache volcanique simulée par le modèle FlexPart, montre des maxima de dioxyde de soufre bien corrélés aux maxima du modèle. Les concentrations en dioxyde de soufre, en rouge, et le nombre d'aérosols, en bleu, mesurés par l'ULM, montrent que la trajectoire passe plusieurs fois dans le panache volcanique au cours du vol et que les concentrations y dépassent généralement les 700 ppb. Systématiquement, les pics de concentration sont corrélés à une très forte concentration en particules fines. On attribue ces particules à la conversion gaz-particule de l'acide sulfurique formée par l'oxydation du dioxyde de soufre volcanique. La campagne STRAP 2015 à La Réunion est probablement l'une des premières dont les mesures ont permis de suivre précisément l'évolution du panache sur des dizaines de kilomètres après son émission. Elle conclut plusieurs années de collaboration interdisciplinaire entre volcanologues et météorologues, partageant méthodes et objectifs scientifiques.